Je suis Stéphane Ontec, je suis le président de Citizen Call, qui est spécialiste dans les services clients. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous là pour ce webinaire qui a rencontré un intérêt manifeste par le nombre de personnes qui se sont enregistrées. Ce webinaire, ça va être l'occasion de vous parler en fait vraiment de l'introduction de l'IA dans les services clients, en particulier des agents IA. Ce sera l'occasion de voir comment on peut faciliter avec ces agents l'utilisation des bagages perdus dans un aéroport, comment les avis clients peuvent être mieux gérés, comment l'impact va être sur l'emploi en France ou sur des plateformes à l'étranger. L'idée, c'était vraiment d'avoir des exemples concrets pour montrer l'utilisation qui se fait maintenant depuis quelques mois de l'IA dans un service client. Alors pour ça, je suis très heureux d'être accompagné par deux spécialistes dans leur domaine qui connaissent bien à la fois l'IA et les services clients. Je vais commencer par toi, Lobna. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. Rebonjour Stéphane et Jérôme. Moi, je m'appelle Lobna j'accompagne les entreprises dans l'adoption de l'IA, donc dans tous leurs projets de transformation et de formation des équipes. Jérôme? Jérôme? Bonjour, Jérôme de Nomady, je suis cofondateur de Fabric. On est un éditeur d'une plateforme logicielle de gestion de services clients omnicanal et propulsée par l'intelligence artificielle. Okay. Donc voilà, vous avez trois acteurs de l'IA dans les services clients avec les différentes dimensions qui sont importantes dans cette gestion de l'IA pour les services clients et la relation client. On a eu l'occasion de faire pendant le printemps et au tout début de l'été un sondage qui a donné des résultats très intéressants sur l'adoption des agents IA dans les services clients. Et on va commencer ce webinaire par vous donner les principales informations intéressantes que l'on juge intéressantes en tout cas de ce qui a pu être récupéré dans ce sondage-là. Alors, un petit peu de méthodologie d'abord. C'est un sondage qui a été conduit auprès de 70 entreprises, avec un 20% qui étaient des grandes entreprises et 80% de PME. C'était un sondage d'abord par écrit et ça a été complété par des entretiens en face à face ou au téléphone avec des dirigeants pour vraiment essayer de récupérer un maximum d'informations et des premiers retours d'informations et d'expérience sur l'introduction des agents IA dans les services clients. Alors, j'ai commencé par un premier transparent pour qu'on se mette bien d'accord ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un agent à intelligence artificielle. Un agent intelligence artificielle, c'est bien plus qu'un chatbot intelligent, parce qu'en fait, c'est un logiciel qui permet à la fois de contextualiser les questions qu'on lui pose, contextualiser par exemple par rapport à la météo du jour, par rapport à des données et des bases de connaissances, des catalogues produits que vous avez. Et puis également de fournir des actions et d'agir en fonction de la réponse et du raisonnement qu'il aura tenu. Donc l'agent IA est vraiment un outil un logiciel qui est proactif, qui peut interagir avec des humains, mais pas que, avec des systèmes ou d'autres agents IA. Il est bien sûr basé sur l'intelligence artificielle, mais pas que. Il faut qu'il soit complété par toutes sortes d'outils spécialisés, des plateformes, des process d'automation et autres. Et puis, il doit également s'appuyer fortement sur la connexion avec des bases de connaissances, qu'elles soient des bases de connaissances internes ou publiques. On distingue en service client, nous, on a tendance à les classer dans trois familles différentes. Les agents conversationnels qui sont typiquement en front office, j'ai mentionné les chatbots, mais on peut avoir également les callbots, les mailbots et autres, qui sont donc en interface directe avec les clients du service client. Mais on a également en back-office des agents qui sont copilotes, qui vont donc aider les conseillers clientèle dans leurs actions, de manière invisible, on va dire, et sous la surface pour le client extérieur, mais ça va permettre une amélioration de qualité et de rapidité. Et puis, il y a des agents de process qui sont en fait finalement du RPA, du Robotic Process Automation, un petit peu amélioré. Si vous voulez plus de détails sur tous ces agents, vous pouvez les retrouver sur notre site internet où nous avons classé un peu tous ces agents de manière plus détaillée. Alors,
Le résultat de l'étude, on vous donnera également le lien pour y avoir accès à l'analyse et au détail des chiffres. Mais on a extrait quatre transparents qui nous semblent intéressants. Le premier, c'est, on parle beaucoup de l'IA, mais une question qu'on pouvait se poser, c'est qu'au-delà des paroles, est-ce qu'il y a vraiment des actions qui sont entamées sur l'utilisation de l'IA par les entreprises françaises? Alors, la réponse est que pratiquement 3 quarts aujourd'hui sont dans un engagement actif vis-à-vis de l'utilisation de l'IA dans les services clients. 28% sont déjà dans un domaine opérationnel et 43% sont en préparation active. Donc, on constate comme ça que clairement, il y a un intérêt même s'il n'est encore que modéré, puisque que 28% ont commencé à s'y attacher, mais l'action est là et les entreprises sont prêtes à rentrer dans l'IA pour les services clients. Le deuxième slide, on a été très intéressé et surpris de voir qu'il y avait un décalage entre l'approche des PME et l'approche des grandes entreprises. Donc les grandes entreprises, dans nos entretiens, étaient plutôt des ETI, puisque c'était les entreprises à plus de 250 personnes. Il n'y avait pas de grands groupes du CAC 40, donc je vais les mettre un petit peu de côté pour l'instant. Mais quand on voit, c'est que les grandes entreprises se sont peut-être été les premières à adopter et à la mise en place d'agents IA, mais qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus prudentes, alors que les PME montrent une ambition beaucoup plus forte aujourd'hui, même si elles ont été un peu plus lentes à se mettre en place dans une stratégie d'adoption de l'IA dans leurs services clients. Donc il y a, on va dire, plus de prudence du côté de PME, mais également plus de vision et d'ambition côté des PME pour cette mise en place. Et donc, ce qui sous-entend également que les seuils d'utilisation de l'IA vont probablement baisser en termes de nombre d'employés par rapport à d'autres situations qu'on avait pu observer avant sur l'introduction de nouvelles technologies. Un point intéressant aussi a été, suivant la catégorie ou le secteur d'activité dans lesquels les entreprises on constate un recul, enfin une prise de position ou une approche qui est différente suivant qu'on parle de e-commerce, d'industrie et de services. On va dire que dans le e-commerce, la priorité d'utilisation de l'IA, elle a vraiment été définie auprès du front office sur clairement pouvoir améliorer la qualité de service en travaillant plus en 24/7, en gérant les pics d'appels plus facilement, enfin toutes sortes, et en réduisant aussi les coûts, parce que on aura l'occasion d'en parler, il y a quand même des bénéfices économiques non négligeables à utiliser les agents IA. Donc le e-commerce, c'est vraiment focalisé sur le front office, l'utilisation, entre autres, des agents conversationnels. Ce qu'on constate dans l'industrie et le service, c'est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que on voit que l'industrie est très intéressée, est d'abord intéressée par améliorer son back-office avec l'utilisation d'agents IA. Et dans ce back-office, on a distingué en fait deux catégories un peu supplémentaires, notamment les RH utilisés, les agents IA dans le domaine des RH pour différentes procédures et process. Et ça, c'est assez nouveau. Et dans le front office, il y a un intérêt qui est marqué, même s'il est quand même pratiquement un peu plus que la moitié que l'intérêt du e-commerce, mais il est quand même là. Et les services, alors clairement, c'est une approche très équilibrée sur les différents types d'agents IA et de la manière dont ils peuvent être utilisés. Et ce que l'on voit là aussi, c'est que une grande majorité des agents IA, quand on fait le total de l'ensemble, à part le e-commerce, c'est vraiment la partie back-office qui donne l'impression d'être la plus intéressante pour beaucoup d'acteurs et entreprises dans l'utilisation de ces agents IA. Et donc pas forcément, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, pas forcément d'interface directe avec les clients et d'utiliser les agents IA en interfaçage direct avec les clients. Alors, j'ai gardé le slide qui nous a probablement le plus intéressé en lisant les conclusions de l'enquête là pour la fin. C'est les raisons qui font les obstacles éventuels que voient les PME et les groupes à l'utilisation d'agents IA. Et ce qu'on constate, c'est que les obstacles en fait sont différents suivant la courbe d'adoption de ces agents.
On constate qu'il y a un point commun à tous, c'est la gestion des talents et les difficultés à avoir les compétences internes pour avoir la mise en place d'agents IA. Ça, qu'on parle des utilisateurs actuels, que l'on parle des adoptants, des futurs adoptants, ou des sociétés entreprises qui sont plutôt réfractaires à l'utilisation d'agents IA, on constate dans les 3 cas qu'elles citent la problématique des compétences internes comme le sujet numéro 1, et il est vraiment transverse, quelle que soit la catégorie. Par contre, suivant le fait que vous soyez réfractaire, c'est-à-dire sans intention aujourd'hui de vous mettre en place dans l'IA, on constate que c'est souvent cette peur de la déshumanisation qui est le principal frein à l'adoption d'agents IA ou de l'intelligence artificielle dans le service client. Pour ceux qui vont franchir le pas, il y a une question de coût. En soulevant le couvercle de ce que ça coûte véritablement en investissement et en exploitation, on se rend compte que ce n'est pas forcément aussi bon marché peut-être que certains voudraient le croire par rapport aux performances que ça peut entraîner. Et que donc il y a une question économique quand même importante à voir, et que la question de coût est un sujet à aborder clairement juste avant l'adoption et quand le principe de l'adoption de l'IA est en place. Et dans les utilisateurs qui ont mis en place, en fait, et ça j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, l'utilisation des bases de connaissances ou l'absence de bases de connaissances est clairement un gros problème et un gros frein à l'utilisation efficace de l'intelligence artificielle dans les entreprises qui ont commencé à franchir le pas. Voilà, ça c'était en résumé quelques informations. Et je serai là bien sûr pour répondre à vos questions en direct quand on fera la session de questions-réponses. Mais sachez que vous pourrez avoir accès à l'ensemble de l'enquête disponible et des analyses que l'on a faites dans un baromètre dont vous voyez le lien qui est mis en place là. Et je pense que l'idée, c'était de faire cette introduction pour parler concrètement des sujets avec les 3 éclairages. Le premier éclairage, et je vais laisser la parole dans 2 secondes à poser des questions à Jérôme, l'éclairage des éditeurs de logiciels et l'éclairage donc des concepteurs et développeurs de plateformes pour les agents IA. Je reprendrai ensuite la parole pour donner un peu l'éclairage de l'exploitant d'agents IA dans le cadre de services clients, qu'on appelle maintenant augmenté. Et puis je pense qu'on terminera avec un sujet qui est un sujet au cœur de l'adoption, qui est vraiment la dimension humaine avec l'OBNA. Donc voilà pour le plan. Encore merci pour ceux qui sont présents aujourd'hui et qui ont participé à l'enquête. Je les remercie vivement parce qu'elle nous a été vraiment très constructive et donne des informations très pertinentes sur comment développer l'IA dans les services clients. Et donc, parlons concrètement. Jérôme, qui dit IA, on parle beaucoup d'intelligence IA générative. Dans quoi, pour toi, avec ta vision d'éditeur, très en contact avec de nombreux clients, tu pourras en parler, qu'est-ce que ça a changé en termes de donnes, l'arrivée de l'IA générative? Merci Stéphane. Bon, alors déjà peut-être pour resituer ou clarifier un peu, on n'a pas attendu ChatGPT, l'IA générative, pour faire de l'IA dans le service client. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on fait ce genre de choses. Et ça a toujours très bien fonctionné pour analyser, classifier des emails, comprendre une langue, un sentiment, etc. Et on n'appelait pas ça des agents, mais finalement ça fait un petit peu la même chose que fait un agent aujourd'hui. Et c'est toujours hyper efficace. Par exemple, quand vous traitez 1200 mails par jour en 7 langues, si vous voulez bien les traiter et avoir un service de qualité, vous avez nécessairement besoin de ce type de technologie. Et les agents vont augmenter ce genre de capacité. Qu'est-ce qu'a fait l'IA générative? Elle a fait vraiment passer un cap, et on le voit bien depuis 2-3 ans. À la fois, elle est plus accessible, c'est plus facile à mettre en œuvre d'un point de vue technologique. Alors souvent, c'est un peu le wow effect des démos, et puis on se rend compte quand même que c'est pas si simple, mais néanmoins, c'est quand même plus accessible. Et au-delà de comprendre,
on a vraiment cette possibilité de produire du contenu, de générer du contenu, donc du texte, des réponses, des messages, des conseils, etc. Et aussi d'extraire des informations sur ce qu'on appelle du multimodal. Donc on est capable d'analyser des photos, voilà, des images, de la voix, des documents. Ce qui ouvre finalement un champ d'application beaucoup plus large. Alors on faisait déjà ce genre de choses, mais c'était beaucoup plus complexe, très peu évolutif. Et aujourd'hui, voilà, on ouvre, on a l'impression qu'on n'a pas de limite technologique pour adresser ces cas d'usage. Alors, justement, à propos des cas d'usage, parce que je pense que c'est la partie vraiment intéressante aujourd'hui dans les développements de l'IA, on a souvent l'habitude de confondre peut-être ou d'assimiler les agents IA avec des chatbots ou des callbots. Mais toi, dans les cas d'usage est-ce que tu peux nous parler de certains cas d'usage qui vont au-delà des callbots et des chatbots sur les agents IA? Oui, oui, bien sûr. C'est sûr que c'est logique que ce soit, pas qu'on confonde, mais en tout cas qu'on associe agent IA et callbot et chatbot, pardon, c'est du fait de l'explosion des solutions comme ChatGPT, le chat, Perplexity, où on utilise au quotidien ce genre de choses. Et c'est normal de faire ce raccourci. Et les qualités des chatbots, si on veut juste quand même commencer là-dessus, ont quand même se sont bien améliorées et on ne fait plus ce qu'on faisait avant, ce qui était finalement très très déceptif et ça n'a pas vraiment fonctionné il y a 7-8 ans. Les chatbots ou callbots, il y a quand même différents niveaux. Et c'est bien de le clarifier. Il y a le niveau, déjà, je voudrais qu'on donne le niveau 1, qu'on commence quand même bien à voir. C'est la base de connaissances augmentée ou en tout cas intelligente, où on va donner accès à une base de connaissances. Et comme tu dis, il faut avoir la donnée, il faut avoir la connaissance. Si on l'a pas, ça ne fonctionne pas. Euh, pour finalement rendre autonomes ses clients, qu'ils soient des clients, des locataires, des abonnés, etc. Et pour finalement éviter d'avoir à traiter des questions fréquentes. Et puis après, ces bots, on les fait évoluer. On va les connecter au système d'information, donc on va pouvoir répondre aux questions sur une commande, ou etc. Il faut authentifier l'utilisateur. On a aussi des problématiques de sécurité qu'il faut gérer, mais c'est un peu le niveau suivant. Et puis ensuite, on va évoluer vers un agent qui va être aussi capable de peut-être d'escalader vers un humain s'il y a quelqu'un de disponible. Donc voilà, on va lui donner des capacités supplémentaires. Et ça, c'est vraiment des évolutions qui permettent d'apporter pas mal de choses et avoir ce côté humain plus agent IA qui collabore. Ça, c'est vraiment dans le conversationnel. Viendra ensuite, on va dire, l'agent, le conseiller de vente mais qui doit être capable de suivre un processus de vente, peut-être de pousser des promotions, ce genre de choses, et c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre pour avoir quelque chose de vraiment pertinent. Voilà. Et on parlait de chatbot et ces technologies servent aussi beaucoup aujourd'hui en interne, c'est-à-dire pour aider les collaborateurs avoir accès à la connaissance, à l'information. Quand on a souvent des turnovers, tu pourras peut-être en parler dans les équipes, etc., ça permet de monter plus vite en compétences parce qu'on a accès à l'information facilement en interne par les collaborateurs. Un autre cas d'usage, c'est la suppression de tâches à faible valeur ajoutée. D'aller générer des factures ou aller récupérer des factures, des bons de retour et automatiser leur traitement. On a un client qui vend sur pas mal de marketplace et 80% de ses demandes sont des demandes de bons de retour ou de factures. Les agents IA permettent d'automatiser complètement ça parce que voilà, on ne pouvait pas le faire de façon simple avant. C'est également le traitement de bons de commande. On reçoit dans le B2B, on a pas mal de bons de commande toujours en PDF, hein, et puis il faut avoir des gens qui les saisissent. Les agents IA vont permettre finalement de transformer une activité de saisie en activité de contrôle, voire une automatisation partielle. Euh, voilà, c'est générer des réponses pour aider l'humain à aller plus vite, pour écrire comme il faut, sans faute d'orthographe, dans la bonne langue, etc. Donc on va aider à chaque fois les collaborateurs.
Et puis peut-être sur la voix, parce qu'on parle beaucoup de choses sur la voix, donc on parle des callbots, mais il y a un gros sujet parce qu'il y a encore beaucoup d'humains dans les centres d'appel et c'est toujours très important, que ce soit des appels sortants, des appels entrants. Euh, le résumé des appels conversation téléphonique, il faut voir qu'aujourd'hui, techniquement, en 3 secondes ou 4 secondes, on résume un appel de 5 minutes. C'est hyper performant, on va très vite. On va pouvoir déterminer le sujet d'appel facilement et faire du quality monitoring massivement, ce qui va permettre de détecter des problématiques par rapport à des scripts voulus. Est-ce qu'on fait bien de la rétention, qu'on a quelqu'un qui se désabonne? Est-ce qu'on peut faire du cross-sell, de l'upsell, ce genre de choses, de le détecter assez bien. Et même on pourra le faire sur de l'écrit, ça ensuite, c'est assez intéressant. Ouais, et concrètement, les retours d'expérience là que tu peux peut-être illustrer avec quelques exemples de sociétés, quelles sont les bonnes pratiques toi que tu as retenues de l'expérience des dernières années sur la mise en place de l'IA dans les services clients? Alors, je dirais qu'il y a une chose, c'est d'aller par étapes. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est ne pas partir en premier projet sur, comme je dis, l'assistant qui fait tout et qui répond à tout. Je dirais pas que c'est l'échec garanti, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut être vraiment agile et faire vraiment des étapes petit à petit et confronter tout de suite la solution avec ses utilisateurs, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs. Vraiment faire ça par étapes, c'est très important. La deuxième chose, c'est la data. Sans données, on ne fait rien. Tu parlais de base de connaissances. Si on n'a pas la bonne base de connaissances, c'est pareil. Les projets d'IA sont des projets de données. Et donc, il faut de la donnée. Voilà, il faut des procédures, il faut ce genre de choses. Si on veut pouvoir que des agents exécutent des procédures, il faut documenter les procédures. Voilà. Et c'est souvent dans la tête des collaborateurs, donc ça nécessite de créer de la data. Et puis, je dirais le troisième, c'est tout simple, c'est faites des projets avec un ROI tangible tout de suite. Même s'il est petit, il faut faire des projets qui rapportent quelque chose, que ce soit du gain de temps, que ce soit, voilà, et que ce soit mesurable. Ça peut être un tout petit peu, mais si on arrive à dire, ben voilà, je mets une base de une FAQ intelligente sur mon site ou etc. Et que finalement je réponds à quelques milliers de questions par mois et que ça a diminué mon nombre d'appels de même de 1%, ben voilà, j'ai un ROI quelque part, ce genre de choses. Voilà, il faut avoir des projets avec des gains tangibles immédiatement. Ouais. Et derrière tous les bénéfices, toi, qu'est-ce que tu vois comme risques qui sont liés à l'IA? Alors, il y en a beaucoup. Bah, je parlais de la data. Bon, ça, bon, je viens d'en parler. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Peut-être que Lomna en reparlera. C'est le mindset. L'IA repose sur des statistiques, hein. C'est de l'informatique statistique, alors que l'informatique traditionnelle, c'est déterministe. Ça fait toujours la même chose. On sait ce que ça va faire. On peut le prédire à 100%. Voilà. Et donc, il faut un état d'esprit, il faut accepter le fait que l'informatique peut faire des erreurs, peut se tromper, et donc a un taux de confiance. Et ça doit vraiment être. Alors, il y a les collaborateurs, mais c'est aussi les décideurs doivent avoir ce mindset et l'accepter. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on traite. Après, c'est une technologie qui évolue très rapidement. Ça change tous les jours, même quand on est dans le domaine. C'est très difficile de suivre ce qui se passe. Et donc, il y a un moment, il faut quand même faire des choix, de se lancer dans quelque chose et pas remettre en cause à chaque fois parce qu'il y a un nouveau modèle, il y a une nouvelle techno, etc. Sinon, on fait rien et ça sert à rien. Il y a un problème de maturité. Les agents IA aujourd'hui ne sont pas non plus hyper matures. C'est en train d'évoluer et je pense que ça va évoluer d'ailleurs vers des technologies hybrides où on a de l'IA générative qui est combinée avec de l'informatique traditionnelle pour être moins coûteux, on parlait de coûts, et plus déterministe. Voilà, on est plus certain du résultat qui va être effectué. Et ça, c'est important. Après, il y a un côté sociétal. C'est s'il y a trop de fraude, s'il y a si on se fait spammer par des IA en permanence, il va y avoir un rejet de la technologie, ce qui est un vrai enjeu. Alors là, on a l'IA Act hein, qui est arrivé en Europe, qui devrait permettre quand même comme l'a fait le RGPD sur les données, d'améliorer les choses. Voilà. Et il faut être pragmatique, proche du terrain. Donc, quand on est éditeur de logiciel, on pourrait croire que
on crée des choses et puis on espère que la technologie va être utilisée. Nous, on essaie de collaborer pas mal avec des sociétés comme Citizen Call de Stéphane et d'aller vers ce qu'on appelle le service client augmenté, qui est peut-être finalement quelque chose qui permettra de gérer ces risques. Voilà. Su- Super, Merci je me Jérôme. permets, ouais, merci Jérôme. Je me permets justement de te poser une question, Stéphane. Concrètement, c'est quoi un service client augmenté? Alors oui, c'est vraiment, je crois, au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Un service client augmenté, c'est le terme générique aujourd'hui qu'on utilise quand on conjugue des agents humains avec des agents IA dans le même service client pour fournir le service. Donc c'est vraiment le service, le terme augmenté ou l'adjectif augmenté maintenant est régulièrement utilisé quand on introduit de l'IA dans un service, parce que je pense sincèrement et ça me paraît logique, qu'il y a une augmentation en fait de la qualité de service qui est permise grâce à l'introduction de l'IA. Hyper clair, merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question pour toi. Je suis entrepreneur, je me pose des questions et très clairement, voilà, tout ça donne très envie. Concrètement, comment je mets en place un service client augmenté? Alors, je pense que la question elle est fondamentale parce que aujourd'hui il y a tout un buzz autour de l'IA. Il faut savoir que la moitié probablement entre un quart et la moitié des investissements dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'après les sondages qu'on a, sont liés au service client, à l'utilisation dans les services clients, parce qu'il y a il y a une attirance, je dirais, pour les bénéfices à la fois en qualité de service et en économie que ça peut générer. Mais ce n'est pas facile et c'est pas un jeu d'enfant. Et pour moi, il y a 4 facteurs clés de succès pour la réussite d'un service client augmenté et donc de l'introduction de l'IA dans son service client. Le premier, et Jérôme y a fait un petit peu allusion, c'est avoir des objectifs clairs. Euh, Il y a il y a cet effet waouh qui fait que on croise souvent nous des dirigeants qui disent ah, c'est trop génial, je veux mettre en place des callbots ou de l'IA dans mon service client, c'est fantastique, etc. Et en fait, si l'objectif est simplement d'avoir un effet waouh, sans recherche d'un objectif comme du ROI ou une amélioration de qualité de service, c'est problématique. Et que je dirais dans cette définition des objectifs clairs, je pense que le rôle de l'équipe dirigeante est fondamental. C'est-à-dire une entreprise où l'équipe dirigeante n'a pas un consensus sur l'objectif qu'elle a par rapport à l'introduction de l'IA, les risques d'échec ultérieurs sont importants. Et il y a eu beaucoup d'études qui montrent que, je crois qu'il y avait une étude publiée par je ne sais plus si c'est McKinsey ou autre, qui montrait que 70% des projets avaient été des échecs d'IA l'année dernière. Et en fait, c'était essentiellement lié justement à la recherche de l'objectif qui n'était pas bien défini. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, je pense qu'on va en reparler encore et toujours, c'est les bases de connaissances. En fait, nous, on a maintenant plus d'une vingtaine de services clients qui utilisent l'IA. Le principal facteur de risque aujourd'hui économique et de raté dans la mise en place ou de lenteur dans la mise en place, ce sont les bases de connaissances et l'accès aux bases de connaissances. Je vais vous donner un exemple concret. On vient d'installer un service de réception téléphonique pour un grand cabinet d'ingénierie qui a plusieurs agences à travers le territoire. Ben, on a constaté que tous les annuaires qu'il utilisait n'étaient pas à jour et Ouais. qu'il y avait plein de personnes qui n'étaient pas présentes ou plus présentes dans l'entreprise, d'autres qui étaient présentes et qui n'étaient pas là. Et donc, les agents IA qui sont censés faire les transferts d'appels et les prises de messages ben, ne peuvent simplement pas travailler quand un élément aussi simple qu'un annuaire interne n'est pas mis à jour. Donc, et ça, c'est un exemple simple. Quand vous passez à des bases de connaissances dynamiques, comme la gestion, on a des cas de figure où il faut être connecté avec la météo du jour dans une région particulière. On en a d'autres avec les horaires d'arrivée d'avions ou de trains dans des aéroports ou des gares. Ce sont des bases de données dynamiques. Et là, les connexions peuvent être très compliquées et il y a une vraie architecture à faire à mettre en place. Et le vrai savoir-faire, il est vraiment dans cette mise en place d'agents IA.
Le troisième point, c'est que l'IA, on n'en est qu'au début, il faut dire la vérité. C'est un changement technologique, l'arrivée d'une nouvelle Ouais. technologie qui est majeure. Un peu comme l'arrivée du moteur et de la création de la voiture, on va dire, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Bah, alors, faut se souvenir, je pense qu'on est très peu à avoir été présent en 1900, mais à l'époque, quand on achetait une voiture, il fallait impérativement avoir un chauffeur et un mécano associés à la voiture. Mm. C'était un objet qui était très fragile, performant, mais très, très complexe. Et aujourd'hui, la maintenance de l'IA est importante. Nous, on a eu un cas de figure il y a quelques mois où vous avez sûrement entendu parler du passage de ChatGPT 4 à ChatGPT 5. Ah ben, l'air de rien, ça a fait qu'on a été obligé de retravailler les prompts associés aux agents IA qui utilisaient ce LLM d'OpenAI, parce que Mm. le passage d'une version à l'autre faisait ça. Avec le rythme effréné des changements et des évolutions qu'on voit dans l'IA, faut s'attendre en effet à ce que le temps et l'expertise en maintenance soient importants. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est la dimension humaine. Parce que la dimension humaine, elle est absolument critique et à intégrer dans cette mise en place et dans la réussite d'un service client augmenté. Euh, Top. Moi, je reviens juste effectivement sur cette dimension humaine qui, comme tu le sais, elle est essentielle pour moi, qui travaille dans la fonction RH. Mais euh, toi qui accompagnes les entreprises, c'est quoi tes principaux retours d'expérience sur le sujet, sur la relation homme-machine? Alors, la relation homme-machine, alors je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, Après plus d'une vingtaine de projets là qu'on suit, je suis en train de me dire que le problème numéro un, il est plus technologique parce que même s'il y a encore des améliorations, aujourd'hui les agents IA sont potentiellement ont atteint un niveau de technologie très important et que maîtrisent des sociétés, des entreprises comme Fabric. Mais la dimension humaine et donc la dimension de cette interface homme-machine est clé. Et il est clé sous trois aspects. Le premier, c'est que on parle de service client. Donc, nos agents IA vont, d'une manière ou d'une autre, interfacer avec des êtres humains. Et donc, les clients de nos clients, ces êtres humains, les clients qui appellent les centres d'appel, eh ben, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont des réactions très, très différentes les uns par rapport aux autres vis-à-vis de la machine. Je vais la faire claire. On a des clients en moyenne où 80% trouvent une véritable amélioration à l'utilisation d'agents IA, notamment en dehors des heures d'ouverture de bureau, parce que c'est une possibilité qu'on leur offre qu'ils n'avaient pas avant. Et Ouais. donc, ils sont favorables. Mais on a 20% de clients qu'on va appeler hésitants, voire allergiques au dialogue avec un agent IA, un bot, comme on les appelle très souvent. Et ces 20%-là, on constate qu'en fait, le problème, il n'est pas technologique, il est vraiment problème de comment j'interface avec une machine. Et aujourd'hui, ce que je dis à mes collaborateurs, c'est qu'en fait, on constate que on maîtrise mieux aujourd'hui comment une machine parle à un homme que comment un homme parle à une machine. Donc ça c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est comment traiter les clients qui appellent ou qui rentrent en contact avec les centres d'appel. Le deuxième point, ce sont les collaborateurs en interne. On l'a vu dans l'enquête, c'était un peu confirmation pour nous d'une intuition, c'est qu'il y a une véritable crainte, et parfois justifiée, pour être très franc, de risque de déshumanisation de la relation client. Et dans cette déshumanisation, pardon, l'introduction d'agents IA a un effet anxiogène souvent vis-à-vis des collaborateurs. Alors, ce qu'on constate, et encore une fois, l'enquête l'a prouvé, c'est qu'une fois que c'est installé, nous, on a constaté que cette crainte avait en très, très grande partie disparu. Parce que ça permet, par exemple, de mieux lisser les emplois du temps des collaborateurs. Avant, quand on est sur un service client 100% humain, on doit planifier, parfois avec entre guillemets avec un doigt mouillé, les charges de travail, les pics d'appel que l'on peut avoir.
Aujourd'hui, les agents IA permettent de lisser ces pics d'appel, ce qui fait que pour les conseillers clientèle, ça permet de planifier leurs horaires de manière beaucoup plus sereine. Et puis, on en a parlé pour l'intégration également des nouveaux collaborateurs, le fait d'avoir accès à des outils pour leur permettre d'être plus efficaces. On a un projet commun avec Fabric dans le monde de la parapharmacie, euh, où on aide en fait les appels entrants à faire de l'upsell. Et on a considérablement augmenté la possibilité de faire des upsells grâce à des outils et des agents IA qui sont hébergés sur la plateforme de Fabric dans l'app. Donc, en fait, ces agents IA sont une véritable aide aux collaborateurs, ce qui fait qu'une fois que la mise en place est faite, cette anxiété a fortement tendance à disparaître parce que ça les rend plus compétents et ça permet de rendre leur planning beaucoup plus lissé. Et dernier point, gestion RH, DRH, on va dire. Voilà, c'est un domaine qui concerne toutes les entreprises. La gestion RH, on ne va pas faire l'économie de l'introduction de l'IA sans changer les programmes de formation des personnels en place. Pour moi, ça va être un no-brainer, on ne peut pas hésiter. Et ça veut dire qu'il y a de nouveaux programmes de formation qui probablement n'existent pas encore beaucoup aujourd'hui, qu'il va falloir mettre en place. Et le deuxième point sur la gestion RH, l'implication de la dimension RH, bah, c'est véritablement là le point d'orgue du dernier slide que je présentais tout à l'heure, c'est que les compétences internes sont un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que mettre en place de l'IA, savoir la maintenir, savoir travailler avec de l'IA, c'est un sujet où les compétences internes vont être problématiques. Et alors, problématique, on va dire que plutôt un enjeu. Pour nous, clairement, des sociétés comme Citizen Call, c'est une opportunité parce que l'externalisation de services clients avec l'arrivée de l'IA devient peut-être plus naturelle justement à cause de cette problématique des nombreuses compétences qu'il faut maîtriser pour pouvoir mettre ça en place. Donc, ma conclusion, c'est que vraiment la dimension humaine, elle va être incontournable. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de cette crainte ou de cet épouvantail sur l'utilisation, est-ce qu'il y a un remplacement ou pas de l'humain. Je pense que le débat, il est beaucoup plus général que ça. Mais encore une fois, ma conviction, sur la base de l'expérience des 18 derniers mois où on a mis en place ces services, c'est que l'humain est incontournable dans la mise en place d'agents IA. Merci. Ah, super intéressant, Stéphane. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Néanmoins, sur cette collaboration, sur cette histoire de remplacement, néanmoins, je viens de lire un article, je pense que d'autres l'ont lu, sur une étude de Stanford là, qui est sortie cet été et qui note aux États-Unis, en tout cas, des baisses d'emploi chez les jeunes, finalement, qui ont moins d'expérience. Alors, Lobna, est-ce que c'est ce début entre guillemets, de grands remplacements, ou en tout cas où la technologie va prendre des emplois de façon massive? En fait, c'est certainement l'une des questions qu'on me pose le plus. Et pour être honnête, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'atterrir sur une conviction. Et malgré tout, cette conviction, elle évolue avec le temps. Et je crois que sur le sujet de l'IA, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ça bouge très vite et les choses évoluent. Déjà, sur cette idée de grand remplacement, de grands déplacements, parce que la terminologie elle-même évolue pas mal. Je pense qu'il y a deux facteurs qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a d'un côté l'évolution de la techno et de l'autre côté l'adoption de l'IA et des IA génératives par les entreprises et par les collaborateurs. Et ces deux facteurs vont, en fonction du déploiement, qui soit massif ou peu massif dans nos organisations, avoir des impacts sur l'emploi. Je reviens sur l'étude dont tu parles, l'étude de Stanford. Donc, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, basée sur les données de ADP. Donc, ADP, c'est un énorme gestionnaire de paye, en fait. Il gère les payes de milliers, voire de millions d'entreprises américaines. Et on constate aux États-Unis que la tranche des 18-25 ans semble un peu menacée et y avoir moins d'emplois sur ces postes juniors.
Particularité, c'est que les États-Unis sont très, très en avance sur nous, sur l'adoption de l'IA. Pas sur la techno, on a accès à ces technos d'ores et déjà, mais sont en avance. Donc, je pense que regarder ce qui se passe outre-Atlantique nous donne un petit éclairage sur ce qui pourrait se passer dans les quelques années qui viennent. Pour en revenir en France et à aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que théoriquement, la techno est en capacité de remplacer 50, 60, voire 80% des tâches de certains métiers. Mais c'est pas parce que la techno est dispo que les entreprises l'utilisent et la mettent en place. On a constaté que, notamment pour les métiers du service client et pour les métiers de la paye, par exemple, qui sont très, très automatisables, on n'a pas tout automatisé, on n'a pas tout délégué à l'IA. La vision de l'entreprise et ce que veut faire l'entreprise, je crois, Stéphane, c'est toi qui parlais du projet de l'entreprise. C'est important, quelle est la conviction de l'entreprise vis-à-vis de l'IA? Quel est son projet? Quelles sont ses ambitions? Et ça va clairement définir l'adoption, mais aussi les cas d'usage et l'ampleur du déploiement qu'elle va ou pas appliquer. Pour terminer sur la question du grand remplacement ou du grand déplacement, j'aime beaucoup utiliser l'exemple des caissières. Quand les caisses automatiques sont arrivées dans nos supermarchés, on a eu une levée de bouclier en nous disant mais ce sont des milliers, voire des millions d'emplois qui vont disparaître en France. Et dans 2 ans, on n'a plus de caissières et on n'a plus de caissiers. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Force est de constater qu'aujourd'hui, on est bien 5 ans après le déploiement massif de ces caisses automatiques, on a encore une majorité de caissiers et de caissières dans nos hypermarchés. Ce que je veux dire par là, c'est que la France, on reste très conservateur, on reste très frileux. La réglementation nous aide aussi à y aller par étapes. Je ne sais plus si c'était toi, Jérôme, ou toi, Stéphane, qui évoquait effectivement le fait de ne pas se lancer dans un déploiement massif, mais d'y aller vraiment par touche. Et on fait du test and learn, hein, c'est le principe même de l'IA. Et par conséquent, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que la techno est disponible que les entreprises se ruent dessus pour supprimer des postes. Néanmoins, nous, employeurs, RH, managers, on a une responsabilité de gérer aujourd'hui en préparant demain. Si on se dit qu'on a certains postes dans nos services clients qui pourraient être menacés, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui occupent ces postes-là? On peut les former pour qu'ils aillent vers d'autres métiers chez nous ou vers d'autres métiers ailleurs, parce qu'il faut aussi être lucide. Faut pas, je pense qu'il ne faut pas avoir un regard angéliste, mais être très, très pragmatique. Oui, il va y avoir des suppressions de postes. Quand, je ne sais pas, mais il va aussi, pardon, y avoir beaucoup d'opportunités. Et je pense que ce sont ces opportunités qu'il faut que nos collaborateurs aient en tête aussi et qu'ils soient co-constructeurs de leur parcours. Et ils peuvent d'ores et déjà, quand j'accompagne les organisations, j'insiste vraiment sur ce message, c'est que informer effectivement sur les métiers qui sont plus à risque que d'autres et commençons à penser leur métier de demain. Et commençons à imaginer effectivement les suites possibles pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau une fois que les décisions sont prises et que les postes vont éventuellement être coupés. Donc nos collaborateurs sont co-constructeurs de leur parcours et à nous de les accompagner bien évidemment. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils IA, y compris dans la fonction RH, qui sont très puissants et qui nous aident à imaginer demain et à se projeter dans le développement des compétences, dans la mobilité, dans la gestion de carrière de nos collaborateurs. Donc on a, certes, c'est une vraie menace, mais ça présente aussi de vraies opportunités que je pense utile d'avoir en tête également. Donc voilà sur cette question du grand remplacement. Et on parle de différents projets. Ici, nous, on était focalisé un peu sur le service client, mais ton expérience justement dans le point de vue humain, comment choisir les bons projets IA dans l'entreprise? Qu'est-ce qui peut permettre de prendre ces décisions de ton point de vue? Alors moi, j'ai développé une méthode qui est très simple, mais c'est souvent du bon sens. Moi, je suis toujours un peu à cran quand je discute avec des clients ou des prospects qui me parlent de cas d'usage et d'outils.
Pour moi, le cas d'usage répond à une problématique. L'outil sert à répondre à ma problématique. Mais aborder l'IA par le cas d'usage ou par l'outil me paraît être une erreur majeure. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont envie d'adopter l'IA, de prendre leur job ou leur service ou leur entreprise et identifier tous les irritants. Et on le sait, alors les irritants, ce sont tous les sujets que l'on fait de façon répétitive, tous les sujets qui sont les problèmes qui sont récurrents et pour lesquels on n'a pas trouvé de solution. Ce sont les choses qui nous coûtent en termes de temps, en termes d'énergie, et tous ceux que l'on fait sans avoir un résultat qui soit à la hauteur de nos énergies. Je vous donne un exemple qui va concerner toutes les entreprises. Un des irritants aujourd'hui de toutes les entreprises, c'est l'attraction. C'est-à-dire notre capacité à donner envie à des salariés ou à des candidats à candidater chez nous et à venir travailler chez nous. Et donc, il y a des irritants qui sont macro, donc qui sont sur des gros sujets. Puis, il y a des petits irritants. Ça pourrait être je reçois trop de CV ou pas assez de CV. J'ai trop d'appels au niveau de mon service client ou j'en ai pas assez. Ou le délai de réponse n'est pas suffisant. Ou le taux de satisfaction n'est pas suffisant. Bref, les irritants sont aussi nombreux que les cas d'usage, n'est-ce pas? Et en fait, commençons par lister les irritants. Et focalisons-nous sur les irritants qui nous coûtent le plus en termes de coût, de temps, d'énergie et de satisfaction des collaborateurs ou des clients ou de que sais-je. Donc l'approche par les irritants, pour moi, elle est essentielle. Et de se dire, je choisis mes irritants. Et c'est à partir de mes irritants que je vais décider de mes cas d'usage et choisir ensuite l'outil ou la solution ou le prestataire que je vais missionner. Mais l'irritant, pour moi, c'est le point, le point d'ancrage important de toute réflexion autour de l'IA. Ok, très intéressant. Ouais, donc c'est vraiment sur l'irritant, l'état d'esprit, etc. Ouais. Moi, je me rends compte quand je... Pardon, Jérôme, pardon, excuse-moi. Après les irritants, il y a un deuxième sujet dont on a un petit peu parlé, mais qui me paraît important, c'est de commencer à sécuriser les bases. Quand je dis sécuriser les bases, c'est que dans nos organisations, grandes et petites, je ne vous parle pas du shadow IA dont on a beaucoup parlé, hein, tout le monde utilise l'IA et donc on a ce travail sur les irritants à faire pour mettre le doigt sur là, on veut en mettre pour que ça crée de la valeur pour tous. Pas juste pour que on gagne du temps, ça c'est important, mais aussi se dire d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà, et je crois que c'est Jérôme qui l'a abordé, ou Stéphane tout à l'heure, pardon, clarifier le projet et la vision de l'entreprise, ça c'est un élément fondamental. Le deuxième, si on commence à faire des POC, à tester des choses de façon officielle, il faut absolument informer et consulter le CSE. En amont ou en même temps, il faut mettre en place, si vous êtes une grosse boîte, une charte IA, et si vous êtes une petite boîte et qu'on est au tout début, au moins une liste de do's and don'ts, donc une liste de choses que vos collaborateurs ont le droit de faire et pas faire avec l'IA. Et enfin, si vous commencez à avoir des utilisations un petit plus massive ou si les POC sont un petit peu partout dans votre organisation, il va falloir mettre en place une gouvernance de l'IA pour superviser effectivement et avoir un organe qui puisse contrôler, accompagner et suivre, analyser un petit peu tout ce qui se fait. Et donc, pour finir, donc il y a ces deux pans qui sont hyper importants. Là encore, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je réinsiste, l'IA, c'est clairement pas une question d'outil. L'outil, c'est un vrai moyen qui est au service d'une ambition, au service de la résolution de problèmes. Mais l'IA, c'est avant tout une question de mindset. C'est comment on fait les choses différemment pour obtenir un résultat différent, sachant que ce qu'on fait aujourd'hui ne nous permet pas d'obtenir des résultats qui sont à la hauteur de notre investissement. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Pardon, je t'ai Ah non, coupé, Jérôme. c'est super. En fait, ça fait un peu écho à quand nous, on propose notre solution, notre outil pour optimiser un service client grâce à l'intelligence artificielle. Et je mets toujours en avant dans les discussions avec les clients la gestion du changement, qui est un vrai sujet. Alors, on change d'outil, mais c'est assez différent. Et puis, il y a la dimension IA, etc. Comment on peut embarquer un collectif? Voilà, quelles sont les clés que moi je peux donner à mes clients pour embarquer leur collectif, donner envie aux équipes de passer le cap?
Alors déjà, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, le postulat de départ, c'est de se dire, soit je monte dans le train, soit je me le prends en pleine face. Donc, je pense que le choix, il est vite fait. Néanmoins, je pense qu'il faut être, là encore, faut pas être naïf et il faut être honnête. L'IA fascine autant qu'elle fait peur. Et c'est la seule techno que l'on propose à nos collaborateurs avec en trame de fond un truc du ah, potentiellement, tu peux perdre ton job. Donc, la notion d'accompagnement du changement et de mindset, elle est importante. Sachant que moi, je milite aussi pour expliquer que parfois, pas toujours, l'IA ne vient pas juste en remplacement, elle comble aussi des trous dans la raquette. Et ça, c'est important, des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne fait pas assez bien. Donc ça, c'est aussi important. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA reste encore dans beaucoup d'entreprises un sujet qui est individuel. Et en fait, chacun l'utilise sur ses cas d'usage, sur son petit truc individuel. Et le passage à l'échelle, il est compliqué pour plein de raisons. Donc, il faut vraiment faire un projet d'entreprise. L'IA ou la transformation IA ou l'adoption de l'IA, ce n'est pas un projet RH. C'est un projet d'entreprise. Et effectivement, aligner le COMEX et le CODIR sur ce projet-là et sur cette ambition, c'est le postulat de départ. On a parlé tout à l'heure de la vision, donc pourquoi on veut investir dans l'IA, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on en attend, mais aussi qu'est-ce qu'on en attend pour toutes les parties prenantes. Parce que c'est facile de dire à nos collaborateurs, utilisons l'IA, on va faire des gains de productivité, mais très clairement, c'est pas avec ça qu'on va les embarquer. Donc, on a dans nos organisations, globalement, je schématise un peu, mais on a 3 types de collaborateurs. On a les early adopters, donc ceux qui se sont déjà mis, qui ont un usage, quotidien, efficace et qui sont très preneurs. On a un ventre mou qui voit des trucs, qui teste, mais bon, qui attend un petit peu de voir, donc qui est plutôt attentiste. Et on a les réfractaires. Et c'est une réalité qu'il faut, avoir en tête et on n'adresse pas le sujet IA de la même façon avec les early adopters qu'avec les réfractaires. Je pense qu'il faut aussi investir un peu de temps auprès des réfractaires pour comprendre leurs freins, les lever si c'est possible et si on n'a pas, si on n'est pas en capacité de les lever, il faut aussi être très, très transparent. Je reviens aussi sur les bénéfices de l'IA parce qu'on a tendance à dire à nos collaborateurs: «Utilisez l'IA, vous allez voir, vous allez être hyper productif». Alors autant vous dire que, dans la série Tue l'amour, je crois qu'on fait pas mieux. Les gains de productivité ne vendent pas du rêve à nos collaborateurs. En revanche, leur parler de leur employabilité, c'est hyper précieux. Leur dire que demain, ici ou ailleurs, un collaborateur qui utilise l'IA aura plus de chances et d'évoluer et d'être augmenté et de retrouver du travail ailleurs s'ils ont envie de partir. Donc l'IA, d'un point de vue, c'est un vrai passeport vers l'avenir. Donc l'employabilité, c'est un argument qui fait mouche auprès de nos collaborateurs. Le deuxième argument qui fait mouche, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est leur capacité à pouvoir faire leur travail, pas forcément plus, mais le faire mieux, avec moins de temps, moins d'efforts et plus d'impact. Ce qui va leur permettre de gagner en confort, de libérer du temps bien évidemment et de pouvoir allouer ce temps à faire autre chose. Alors, autre chose, c'est pas forcément du golf, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut être s'investir dans des projets éventuellement transverses, ça peut être aussi prendre le temps de réfléchir à nos approches, de passer plus de temps avec nos clients. Enfin, le champ des possibles est large. Et pour finir, le ce qui va être intéressant dans le déploiement de l'IA, c'est d'avoir en tête, que non pas ça va juste faire gagner des gains en productivité, mais il faut que ça crée de la valeur pour tous. Je vous donne un exemple, alors je suis désolée, j'ai l'exemple qui me vient là, c'est dans le recrutement. Mais ça marche pour tous les services. Si je suis recruteur, hein, et je mets en place un système d'IA, qui, me cherche les candidatures, fait un premier entretien de screening, donc pour valider les dispos, la RM, les compétences. Je crée aussi un avatar qui va faire le premier entretien et cetera avec le candidat. D'un point de vue recrutement, j'ai gagné 50 de temps. Donc productivité plus, plus. Efficacité, 0. C'est quoi l'expérience, candidat que je propose à ces candidats? Moi, je suis pas sûre que ça leur vende du rêve. Est-ce qu'ils vont avoir envie de venir dans une boîte où le premier contact, est fait avec un avatar? Donc la question, c'est pas où est-ce qu'on met de l'humain? Où est-ce qu'on met de l'IA? Pourquoi on en met? C'est aussi où est-ce qu'on en met pour que ça crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Je suis désolée, j'étais un petit peu plus longue que prévu, je vois que le temps tourne, mais c'était important.
Voilà, j'ai Ouais, terminé pour répondre à ta question. ouais, Super. merci. Je pense que l'heure tourne. On a prévu une série de questions. Là, on est déjà en train de déborder. Euh, donc, vous avez la possibilité de nous poser des questions. On a des modérateurs, ou modératrices plutôt, je devrais dire, qui vont nous proposer les questions que vous avez en tête. Et on va voir entre nous trois quelles sont les personnes les plus pertinentes. Donc, n'hésitez pas à la poser vos questions. Ouais, il y en a quelques-unes là. Bah, Stéphane, tu vas répondre à la première. Y a-t-il des réels gains financiers de mettre en œuvre l'IA dans le service client? Euh, alors, oui, mais probablement pas, avec le recul, c'est probablement pas la raison principale pour laquelle il y a des gains. Alors, quand on dit des gains financiers, en fait, c'est les gains liés à la qualité de service qui aujourd'hui se montrent être les plus intéressants. Les gains de productivité dont a parlé Lobna, ils existent. On a aujourd'hui les réponses autonomes, ça atteint facilement 30%. Dans certains clients, ça monte jusqu'à 80%. Donc c'est clair que ça crée des gains économiques derrière. Mais les gains que l'on mesure le mieux, en fait, c'est très simple, hein, c'est l'ouverture au 24/7 et la capacité à être très réactif et avoir une qualité de service à 99% au lieu de 90 ou 95%. Et là, on observe vraiment des gains. On a un client dans le monde des médias, un service client que l'on gère, où le nombre d'appels en dehors des heures d'ouverture, il est passé de 0 à quasiment 0%, puisqu'il y avait la possibilité de laisser un message sur messagerie, à plus de 20%, parce que le bouche à oreille fait que certains abonnés de ce média se rendent compte qu'ils peuvent avoir des réponses à leurs questions en dehors des heures d'ouverture. Et ça a permis à ce média de gagner des parts de marché. Dans un monde qui est hyper concurrentiel et hyper dur, comme vous le savez tous. Donc les gains économiques, en fait, sont plutôt mesurables à ce niveau-là. Alors, ceci dit, il y a plein de cas de figure où les agents IA apportent des gains de productivité en back-office, avec la réserve que vient d'expliquer également Lobna sur comment préparer les collaborateurs à ça, qui permet d'avoir des gains. Je rajouterai un autre truc qui est lié aux gains économiques. Dans nos métiers du service client et du BPO, on parle beaucoup d'offshoring. En fait, il y a une traction très très forte à vouloir utiliser des pays à bas coût de main-d'œuvre pour travailler sur le service client. Avec l'arrivée de l'IA, on voit la montée en gamme du tech shoring et on commence à avoir des contrats. Nous, alors, on travaille plutôt sur du mid-market. On n'est pas sur des positions à plus de 20 ou 30 positions. Mais on constate que l'alternative d'utiliser la technologie et les agents IA par rapport à l'offshoring est réelle. C'est-à-dire qu'il y a probablement des diminutions d'emplois dans les pays à bas coût qui pratiquent l'offshoring, alors d'imitation potentielle, j'ai envie de dire, alors qu'on constate des gains. Tu as fait référence une fois à un de tes clients qui faisait des enquêtes ou des avis, qui avait 3 positions en Afrique du Nord pour traiter ses avis, et avec l'arrivée des agents IA, c'est une position, mais qui est basée en France maintenant. Ce cas de figure, on le voit de plus en plus. Ce qui fait que les seuils d'attractivité de l'offshoring vont être plus élevés. On avait l'habitude de dire que c'était économique de faire de l'offshoring dès qu'on dépasse les 20 positions. Aujourd'hui, avec l'arrivée des agents IA, je pense que ce seuil va augmenter petit à petit. Ok, merci. Il y a une deuxième question que je vais peut-être prendre, parce que peut-on vraiment faire confiance à l'IA pour générer des réponses aux clients, ou faut-il avoir une surveillance humaine? Alors, je dirais que de toute façon, il y a, surtout au début, de la surveillance humaine. Et l'exemple, on parlait de gestion d'avis clients. Là, on a un client, c'est 300 magasins. Enfin, notre plateforme gère les avis Google et bon, Trustpilot également. Enfin, donc, les avis clients, on parle de 4000 avis par mois.
Donc ça fait quand même du volume. On sait que c'est important de répondre à tous les avis. Et au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système de génération de réponses, voilà, un peu, voilà, qui est généré par de l'IA, avec un humain qui valide ou qui corrige, ou etc. Et puis on s'est rendu compte, on a calculé le temps de traitement passé par avis, par les personnes qui validaient, quoi. Et on s'est rendu compte que pour 50% des avis, il passait moins de 10 secondes, ou même moins. Donc c'est-à-dire qu'ils lisaient l'avis, lisaient la réponse, et puis ils cliquaient. Et donc ils ont eu cette période, ça a duré quand même plusieurs mois, ils ont mis du temps, hein, voilà, ils ont validé le bon fonctionnement de la génération de réponses, etc. Et ils ont décidé d'automatiser toutes les réponses aux avis 4 et 5 étoiles, donc peut-être moins stratégiques et moins, voilà. Et donc ils ont eu cette confiance qui est arrivée. Et donc ils ont gagné du temps pour passer plus de temps, pour pouvoir rappeler les clients qui font un avis 1 ou 2 étoiles, etc. Escalader vers les magasins, voilà. Donc voilà, cette confiance, elle se crée. C'est-à-dire que et chaque entreprise doit prendre sa confiance avec son agent ou son IA. Il n'y a pas de réponse toute faite. Parfois, ça marche pas bien, parfois, ça marche bien. On a un autre client qui met en place une base de connaissances intelligente et leur juridique fait des tests pour Ouais. voir si ça ne répond pas aux questions racistes, aux questions, voilà, toutes ces questions un peu pénibles. Et donc, on doit paramétrer différemment, on doit améliorer. Et donc, pour créer cette confiance, pour dire oui, j'ouvre le Mm. système au public. Voilà. Ouais, je dirais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme. Je crois que c'est Lénine qui disait que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense qu'avec l'IA, il faut être très léniniste, parce que le phénomène des hallucinations, là, il est bien réel. J'ai parlé de maintenance tout à l'heure, et le rôle de ce qu'on appelle dans notre entreprise HC Citizen Call des bot managers, il est vraiment fondamental. On a besoin d'avoir un bot manager qui a les yeux sur la balle en permanence, parce qu'il y a des hallucinations dans les réponses. Ça j'ai envie de Ouais. dire, c'est connu pratiquement depuis le début du lancement d'OpenAI. Il y a eu plein d'anecdotes là-dessus. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a également des hallucinations dans la compréhension de la question. On a un cas de figure qui nous est arrivé sur une société de transport public où on a un protocole très strict quand il y a des alertes à la bombe. On s'est rendu compte que l'agent IA a envoyé à la police des questions, parce que c'était le protocole qu'il voulait, il envoyait à la police des personnes qui n'étaient pas du tout des gens en train de faire des alertes à la bombe. Donc, il faut Mm. vraiment surveiller de très très près. Même si on peut globalement faire confiance, mais comme l'a dit, enfin on le dit, hein, l'IA c'est de la statistique, le 100% n'existe pas, donc il faut globalement faire confiance, mais avoir le contrôle derrière et prévoir le contrôle derrière. Je prends encore une question parce que on a dépassé le temps. Peut-être, quel est le budget moyen à prévoir pour déployer un agent IA? Alors Stéphane, toi qui en as fait plein différents, ça peut être Alors là, intéressant. c'est la question qui va pas plaire, parce que ça va de 500 euros à 50 000 euros en fait. Et donc C'est la c'est réponse pas. qui plaît pas, c'est pas la question. Non, mais en fait, la différence, la différence fondamentale qu'on a constatée, c'était la complexité des bases de connaissances auxquelles il faut connecter l'IA. Quand vous avez des bases de connaissances très structurées avec des API qui sont déjà en place, ça peut être assez rapide et assez simple, et du coup le coût peut être très très simple, enfin relativement bas. Et quand je dis 500 euros, nous on a quelques agents IA qui font de la réception téléphonique pour des cabinets d'avocats ou des cabinets de médecins. C'est pratiquement du plug and play, et c'est vraiment simple à mettre en place. Par contre, donc on gère, entre autres, on gère un aéroport où il a fallu connecter avec de nombreuses bases de données de différents partenaires de l'aéroport, les bases de données des arrivées d'avions et des choses comme ça. Là, c'est un travail d'investissement qui est important. Et donc, on a l'habitude de dire que
Je pense que c'est globalement vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, les OPEX, c'est-à-dire les dépenses d'exploitation, ont tendance à diminuer, ce qui est vrai. Par contre, c'est vrai qu'il y a des budgets CAPEX, donc des dépenses d'investissement de départ, qu'il faut imaginer et concevoir dès le début du projet. Et on a parlé de ROI, c'est clair qu'il faut intégrer cette notion de CAPEX dans le coût du projet. Mais à retenir, c'est la complexité des bases de connaissances, ce qui va amener le sujet revenu avec l'OBNA. On peut très bien mettre avec une base de connaissances simple, on peut déjà mettre en place des agents IA, mais il y aura qu'un petit pourcentage qui va être traité, mais ça va peut-être permettre de lancer et de créer de l'habitude dans les entreprises. Et au fur et à mesure de l'adoption et d'avoir cette transition en douceur dont on parlait notamment sur la dimension humaine, de rajouter des bases de connaissances au fil de l'eau pour que les IA deviennent de plus en plus, les agents IA deviennent de plus en plus performants et afficher les gains, les bénéfices économiques et services qu'on attend. Ok. Peut-être juste avant de conclure, il y a une dernière question qui était sur les modèles qu'on utilise, les modèles d'IA qu'on utilise, est-ce qu'on les développe, on les entraîne en interne, ils sont publics, etc. Je dirais que c'est très varié. Aujourd'hui, il y a deux choses dans les modèles d'IA. Il y a le logiciel et puis il y a son exploitation. Donc, on peut, donc c'est-à-dire, par exemple, si vous allez chez OpenAI, ben, le logiciel, c'est celui d'OpenAI et il est exploité par OpenAI. Enfin, il peut être chez Microsoft également qui l'exploite aussi, donc en France, etc. Donc, il y a deux choses. Il y a la performance et puis il y a les problématiques légales ou les volontés de vos clients qui disent, moi, je veux du 100% français ou même je veux que ce soit dans mon infrastructure, je veux, etc. Donc on va faire des choix en fonction de ces sujets-là. Donc parfois on va prendre, voilà, dernièrement on a fait de l'analyse vocale avec du Voxtral, qui est un modèle de Mistral. C'est 100% français et en plus c'est le plus performant aujourd'hui qu'on a pu trouver sur ce domaine-là. Et puis de l'autre côté, parfois on a créé nos propres modèles pour faire des cas d'usage vraiment spécifiques. Alors, on ne le crée pas de zéro, hein, déjà, ça ne sert à rien de créer des modèles de zéro aujourd'hui, à part d'être un gros éditeur, mais on va prendre un modèle de base et puis on va le surentraîner avec les données du client pour faire vraiment quelque chose de très spécifique. Donc là, on varie et en fonction des contraintes et des objectifs de performance. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, ce webinaire, il touche à sa fin. J'espère que nos triples compétences vous ont intéressé, à la fois la partie RH, la partie opérationnelle, la partie tech. Et c'était le but, c'est d'avoir des regards croisés sur ce sujet qui intéresse beaucoup. T'es ravi que vous soyez finalement beaucoup d'inscrits et de participants ce midi. Merci Lobna, Stéphane. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on reste disponible pour des questions complémentaires. Merci Voilà. beaucoup. Merci à tous. Merci Merci bien. à tous. Au revoir.